Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, mon entretien particulier et la rubrique de Catherine autour des livres. En cette période où l'on parle beaucoup de déconfinement, je voudrais revenir sur la petite chronique de parentologie de Nicolas Santolaria dans Le Monde. En effet, le lundi 27 avril, il s'interroge sur l'attitude des enfants. Alors il note que selon un sondage BVA pour Europe 1 et Orange, en fait, un quart des Français espèrent que le déconfinement sera repoussé au-delà du 11 mai et 38% souhaitent qu'il soit lent et étalé sur plus de 2 mois. En fait, explique l'anthropologue Fanny Paris, il est très difficile, psychologiquement compliqué de faire le deuil d'un refuge. En effet, les familles se sont rendues compte, enfin certaines familles peut-être les plus privilégiées, se sont rendues compte que le confinement était un moment où il était possible de profiter davantage de son chez-soi, de ses parents, ses frères et sœurs, ses animaux. Le logement était devenu alors un socio-fuge. Alors évidemment, les enfants ont été certains très contents que l'on brise la routine et l'idée que la vie puisse être vécue différemment, en faisant l'économie d'habitudes superflues, en s'autorisant enfin à penser les choses autrement, a envahi leur esprit et c'est tout à fait avec méfiance qu'ils envisagent de reprendre le monde avec l'idée que peut-être on ne reprendrait pas le monde d'avant. Pas vraiment. Alors, je voudrais revenir sur un phénomène qui nous intéresse tous, c'est celui de la culture. Vous vous souvenez peut-être qu'en janvier, le 22 janvier, Bruno Racine, le conseiller maître à la Cour des comptes, avait remis un rapport, le rapport Racine, qui s'intitulait « L'auteur et l'acte de création ». Il avait été réclamé en avril de 2019 par le ministre de la Culture et Télérama s'en était fait l'écho. Alors c'était un rapport de 140 pages qui mettait en valeur avec force l'érosion des revenus des auteurs-créateurs des écrivains, des scénaristes, des dessinateurs, des artistes. Et effectivement, ce rapport était plein d'espérance, on va dire. Alors les grands principes, évidemment, revaloriser le statut du créateur, faire valoir son point de vue dans les négociations avec les autres acteurs du secteur, en particulier penser à une représentation professionnelle. Quoi encore ? Bien sûr, mieux partager les profits issus de la création, tout ça est gardé, mais alors les actes ne suivent pas. Télérama s'en inquiète, Stéphane Jarnaud, dans le numéro du 26 février, et il dit les éditeurs, les producteurs et les organismes de gestion collective, invités à davantage d'implications financières, se frottent les mains, car l'aspect contraignant qui affleurait dans le rapport Racine a été évacué. En fait, on s'aperçoit que le ministre de la Culture, Franck Riester, a peu de prérogatives. En fait, il a peu d'influence. Alors, la preuve en est donnée dans cet appel à l'aide des intermittents qui réclament en ce moment une année blanche, c'est-à-dire une année comme si l'année 2020 n'avait pas existé, car ils ne pourront jamais travailler et acquérir les 507 heures annuelles nécessaires à l'ouverture ou au renouvellement de leurs droits au régime spécifique de l'assurance chômage, l'annexe 8 et 10, et évidemment l'absence de visibilité sur la date à laquelle les lieux pourront de nouveau accueillir les spectateurs. Alors beaucoup d'intermittents disent qu'ils ne pourront pas s'en sortir et ils réclament
donc une réponse forte à cette année noire. Alors bien sûr, le ministre de la Culture, Franck Hister, a reconnu que la culture traversait une crise sans précédent et il a noté que c'était terrible en termes économiques, sociétaux, car la culture est essentielle. Mais hélas, il faut absolument que les actes suivent. Il y a 15 jours, je vous parlais rapidement d'Hélène Chatelain et vous lisais un extrait d'un livre de Vassili Golovanov. C'était trop rapidement. Hélène Chatelain était une grande dame. Un de ses sujets était la Russie et en 2000 était sorti un long documentaire, Goulag, qui lui avait demandé à elle et à Yossif Pasternak 10 ans de travail. Traductrice, elle a reçu pour le livre de Golovanov 2 prix. Le prix L'Or Bataillon en 2008 et le prix de la russophonie en 2009. Ce livre, Éloge des voyages insensés, a aussi pour titre L'île. Il est sorti en Russie en 2002. C'est un récit de voyage vers un seul lieu, l'île de Kolguev, dans la mer de Barents, une île polaire, une île du Grand Nord, où il n'y a pratiquement rien, où il n'y a pratiquement personne. Le pratiquement rien, c'est la ville de Bougrino, où on n'arrive que par hélicoptère. Une ville déchue, dans un état effrayant, abandonnée depuis la chute du mur. Ses habitants sont comme perdus depuis, il n'y a plus de travail, le mauvais alcool les anéantit. Mais l'île de Kolguev, c'est un espace entre ciel et mer, lui aussi plus ou moins abîmé par l'homme. Voilà quelques passages du livre. En quittant Bougrino, je pensais que nous quitterions la malédiction de la mort qui avait tout recouvert, tout maculé. Carcasses rouillées des navires, routes défoncées, maisons effondrées, et jusqu'aux humains. Mais je me trompais. Voici à la pointe extrême de la terre, sur le sable du bord de mer. Autour de nous, rien que les eaux de l'océan Arctique. Au-delà, quelque part, le monde. Venus de loin, les vagues apportent des objets et les abandonnent sur le rivage, les disposant les uns à côté des autres comme autant de lettres. Peut-être pourrions-nous lire le message qui nous permettrait de comprendre notre monde. Beaucoup de lettres nous font encore défaut et nous jouons distraitement avec cet alphabet épars. A. Alcool. B. Bouteille. Barrique. C. Canette de bière. Corde emmêlée. Clous enfoncés dans les troncs d'arbres. Conteneur pour verre usagé. F. Fil de fer. Fusée. Ficelle. M. Mine. Alix et Tolik se souviennent d'avoir trouvé sur les Kochki des bombes et des mines marines à Anse datant de la Seconde Guerre mondiale. Autre passage. Encore un coucher de soleil jaune au-dessus de la Bougrenka. Tard le soir, Petka et moi sommes allés chercher des racines d'or sur le banc de sable de la rive droite. La prairie marécageuse était couverte de plantes médicinales poussant à 1,5 mètre l'une de l'autre. Depuis le passage du vent, aucune créature vivante n'avait laissé de traces. De tels endroits vous feraient croire que le monde est loin et qu'il vous laissera tranquille. Une quiétude biologique figeait toute chose. Les couches d'argile, régulières comme les anneaux de l'arbre, des vagues de sable immobiles sous une étrange lumière oblique. Nous avons sauté sur la rive et donné des coups de pied dans le sable qui étincelait telle la neige au soleil couchant. Autour de nous, le vide, le jeu infini des couleurs et de la lumière. Si l'on me demandait ce qu'il y avait de si remarquable à Kolguev, je répondrais stupidement: entre 9h et 10h du soir, dans la vallée de la Bruyanka, la bécassine siffle, solitaire. La lumière qui vient de la rivière et du ciel vous transporte de joie. Au loin, les collines bleues, tellement bleues, et le sable rose, léger comme la neige. L'île de Kolguev, c'est à moi maintenant de dire ça, c'est encore un lieu où ont vécu les nénets, leurs reines, leurs chamanes, leur monde. Et je vous lis encore un autre passage.
l'intérêt illimité que nous autres, les civilisés, portions à la sauvagerie des autres peuples, ainsi que notre volonté de nous approprier leur culture sous un prétexte scientifique. Cette démarche leur a causé tant de torts. Tout ce qui avait été pris à ces peuples aux différents stades de leur développement culturel. Les tambourins, les masques de chamans, les breloques, les poupées des SADF, des idoles, les ustensiles d'usage courant, les superbes vêtements portés lors des fêtes ou à l'occasion de rites. Tout cela était mort, s'était desséché dans nos musées sans pour autant faire partie d'une culture commune. Ce qui est normal. Nous ne savions pas utiliser ces objets parce que nous n'en avions pas besoin. Et la seule chose dont nous ayons été capables avant de nous reporter dans nos registres fut de les trier selon l'idée que nous avions de ces cultures. Dans le meilleur des cas, ils devenaient des pièces de musée. Dans le pire, ils venaient compléter d'innombrables listes. C'est enfin un lieu fantasmé, cette île, avant d'être parcouru. Un lieu physiquement et moralement difficile d'accès, où pourtant Vassili Golovanov est revenu plusieurs fois. Quand vous pourrez, voyagez avec Golovanov et sa traductrice Hélène Châtelain. Au revoir. Allô, Horatio? Bonjour. Bonjour, c'est Isabelle. Isabelle, oui. Oui, alors je voudrais vous interviewer pour Westrack Radio, notre émission
culturel qui s'intitule Viva Culture. Et je voudrais avoir votre témoignage parce que je sais que vous êtes musicien. Vous travaillez aussi au magasin producteur local. Et je voudrais savoir comment vous avez vécu ce confinement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, voilà. Je l'ai vécu un peu dans les deux faces de la monnaie, en fait. Oui. En étant un peu confiné, quand je travaillais pas. Oui. Et en étant constamment déconfiné parce que notre boutique, les producteurs locaux Le Havre, c'est une boutique première nécessité. Oui. Donc on n'a pas fermé depuis le départ. En plus, nous sommes aussi sur une démarche des produits locaux, des circuits courts. Oui, c'est vrai que très bien aussi pour les changements de mentalité qui sont développés après toute cette période. Mais c'est vrai on était content de vous trouver parce que les marchés ouverts avaient malheureusement été interdits. Exactement. Oui, vous avez tout à fait raison parce qu'en plus nous on fonctionne aussi les dimanches. On travaillait aussi les dimanches avec. On profitait en plus qu'il y avait le marché des Halles qui ouvre les dimanches au Havre. Oui. Et on a dû fermer aussi parce que les marchés étaient interdits de continuer à travailler. Oui. Donc pour nous c'était aussi une occasion de retrouver des nouvelles gens, de nouveaux clients, et justement de passer le message qu'on passe depuis le départ de revenir sur une économie plus centrée et plus concentrée sur le théorique. Oui. Donc le confinement, vous l'avez surtout vécu, donc par exemple en sortant du travail ou en allant à la boutique. Vous avez constaté une grande différence. Oui, disons que quand je sors le matin pour aller au travail. Oui. Je me trouve avec une ville vide, avec beaucoup moins de passages de gens. Je pouvais pas voir les gens que j'ai croisés parfois, que j'avais un peu l'habitude de regarder, de voir. Donc c'était vraiment spécial aussi de voir les boutiques, les marchés côtiers, les centres de ville un peu dans les vides, quoi. Oui. C'est vrai aussi que parfois le Havre peut avoir aussi cette espèce de ville vide, mais là c'était un vide complètement imposé et beaucoup plus remarquable qu'avant, quoi. Oui, bien sûr. Alors vous avez quand même une particularité ou on va dire peut-être un avantage, c'est que vous êtes un créateur en fait. Vous jouez de la guitare et vous composez des chansons. Évidemment, moi je fais la musique depuis longtemps, mais je me suis engagé plus avec ma musique quand je suis arrivé au Havre. Oui. Et le Havre, on m'a donné l'occasion et l'opportunité de faire vivre. Oui. Et de faire vibrer un peu cette file que j'avais déjà au moins depuis un bon moment. Oui. Donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs types de spectacles solo avec mon groupe Wichita Vortex, qui est un groupe de pop power, rock power, on va dire ça comme ça. Et tout seul aussi, j'ai parcouru un peu tous les bars, les centres un peu des spectacles, de petits centres de spectacles du Havre, comme les bistrots, par exemple la causerie, la cave à bière. Oui. Où je peux faire différentes manifestations aussi. Donc je me suis trouvé dernièrement aussi à faire un spectacle musique, poésie, photographique. Ça m'a donné beaucoup envie de continuer à créer. Donc les confinements m'a trouvé dans une période où j'étais déjà plongé sur énormément des ouvrages que j'avais envie de découvrir, de lire. Je m'avais mis les buts de lire un livre par mois, des gros livres, de les découvrir, de plonger dedans. Oui. Et pendant les confinements, j'ai commencé à lire, je commence à me nourrir. Oui. Vous savez bien qu'on s'est nourri énormément des mots, des idées, des auteurs de cette époque ou d'avant.
Oui. Et je me trouvais aussi à beaucoup écrire. Ah Donc, oui. ça a été une période assez enrichissante. Oui. J'ai écrit énormément des pages écrites. Est-ce que ce sont des chansons? Ce sont des chansons? C'est surtout de récits un peu poétiques en fait. Oui, J'essaie de me retrouver un peu dans la voie de la poésie. Oui. Plus que des chansons. Les chansons, je les travaille plus avec mon groupe en ce moment. Oui. J'en ai en train d'écrire une nouvelle chanson. Oui. Et moi-même, la dernière chanson que j'avais écrite, elle est un peu en stand-by, mais ça a annoncé un peu une forme de manifestation, de dire que c'était une chanson assez chargée politiquement parce que oui. Je viens du Chili. Au Chili, en octobre déjà, le peuple il avait commencé à s'élever pour dire stop à énormément des injustices qu'on vit depuis des années. Oui. Inspiré par ça, je me suis trouvé à écrire une chanson qui s'appelle La marche des sorciers. Oui. Et qu'aujourd'hui, elle a aussi des échos par rapport à toute la situation qu'on vit. Oui, parce que vous avez de la famille encore au Chili, d'ailleurs. Exactement, ouais. Oui. Et j'ai ma mère et ma marraine et des très bons amis qui restent habités là-bas. Oui. Et qui vivent d'ailleurs une situation assez compliquée, assez tendue. Vous savez, au Chili, c'est pas la même réalité qu'ici, chez nous en France, quoi. Oui. C'est pas du tout la même notion de solidarité ni fraternité qu'on peut trouver ici en France. Oui, et puis c'est pas le même système social. C'est pas du tout le même système social. Oui. Je pense qu'on serait bien d'accord à dire que le Chili il est plus près d'un modèle néolibéral fort, sauvage. Ah oui. Un peu comme les États-Unis. Oui. Et on voit bien que on n'a pas les mêmes bases solides économiques des États-Unis, quoi. Oui. Donc nous, il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés sans travail d'un jour au lendemain, bien sûr, qui se sont trouvés avec l'autorisation des les employeurs, ils étaient autorisés à finir les contrats comme ils voulaient sans payer rien. Donc aujourd'hui, justement, je parlais avec un très bon ami qui travaille à l'université de Santiago où il me disait justement qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner au niveau de la délinquance, au niveau des dangers sociaux qu'on va devoir affronter à partir de les mondes d'après dit souvent maintenant, quoi. Oui. Alors les récits que vous écrivez en ce moment, ce sont des récits sur la vie ici, sur la vie passée, enfin la vie au Chili aussi, sur quoi? Ah, ça c'est une bonne question. Et j'ai pas vraiment des sujets. Oui. Je me laisse porter. Oui. Comme par l'encre. Oui. Il vient ici son propre rythme en fait. Oui. Donc c'est vrai que j'adopte un peu les tons de qui je lis. Donc par exemple, j'étais en train de lire une biographie sur Luis Alberto Spinetta, qui est un chanteur argentin très 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 important pour l'art latino-américain, ou même on pourrait dire pour l'art universel. Je me trouvais à chercher des images un peu surréalistes comme lui. Oui. Et après, j'ai lu La Marelle de Julio Cortázar, qui a aussi un ton des questionnements de la réalité, en mettant en crise toutes les limites que les langages nous imposent pour comprendre
Oui. La vie en elle-même, ou ça même, quoi. Oui. Donc c'est vrai qu'à partir de là, si on plonge dedans, si on se laisse porter par cette tonne de cette sonorité, ce rythme d'écriture, on peut rapidement trouver des manières de dire nous-mêmes des bien nouvelles sûr. choses. Oui. Est-ce que vous pensez ensuite effectivement partager ces écrits, par exemple à la causerie, comme on dit des slams ou on dit des poèmes, avec peut-être un accompagnement musical? Oui, en fait, je reste accroché à l'idée de faire un spectacle photographie, poésie, musique. Oui. Comme je l'ai déjà fait à la cave à bière, à la causerie. Le premier s'appelait Tigre. Oui. Mais le deuxième que j'envisage, que je pense qu'à un moment donné je vais mettre en œuvre, en place, soit aussi à la cave à bière ou au bistrot, à la causerie, qui est mes endroits un peu, comment dire, mes deuxièmes chez moi, quoi. Oui. J'envisage un peu de raconter la vie anonyme des villes, quoi. Oui. Je reste accroché à ça, comme parfois les fenêtres sont des yeux des villes. Derrière ces yeux, il y a énormément de choses qui passent, il y a énormément de choses qui peuvent éventuellement raconter et faire sortir la vie, le territoire que nous appelons la ville, quoi. Oui, bien sûr. Et là, c'est un projet que j'ai garde, que j'espère à un moment donné mettre en place. Oui. Et que ça serait surtout sur les textes que j'écris, en reliant des témoignages, des histoires vraies vécues au Havre depuis 10 ans que j'habite ici. Oui. En mélangeant aussi, en brodant tout avec la photo, la mystique, quelques effets sonores pour voyager en fait. C'est toujours ça. Voyager entre les images, les mots et la mystique. Je pense que ça c'est un bon voyage. Est-ce que par exemple vous avez une page Facebook ou un site ou un blog sur lequel vous publiez ces écrits déjà? Ça c'est une très très bonne question parce que justement un des changements importants pour moi dans cette période, c'est que je m'ai mis à côté de tout ça. Oui. Je me suis mis à côté de tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout, parce que je trouve que ça peut être un peu polluant, quoi. Oui, d'accord. Vous avez plutôt, d'accord. Il y a énormément d'informations que je ne sais pas si forcément vont nous contribuer à changer. Oui. Et c'est aussi dangereux parce qu'on peut passer beaucoup de notre temps vital, existentiel même, à nous oublier en face d'un écran, qu'on a, on a les fenêtres, on a les livres, on a des feuilles blanches pour remplir des pensées Oui, voilà. On veut bien nous stimuler à faire des choses. Mais ça disons que à un moment donné, je pense qu'il faut juste être attentif aussi aux endroits que j'ai déjà repérés, comme la causerie, les bistrots ou la cave à bière. Moi, franchement, des plus en plus, je fais pas énormément confiance sur les réseaux sociaux, donc je préfère regarder aussi ce secret, ce mystère, cette petite cercle qui va être toujours attentive aux sortes de spectacles que moi j'aimerais bien proposer. Oui, c'est ça. C'est plutôt du côté de partage avec des rencontres, un vrai public en chair et en os. Bah oui. Moi je pense que ça serait bien de retourner au contact direct, quoi. Oui, c'est ça. Alors, dans la rue, dans les bars, dans les centres de culture, dans les cinémas, dans les salles de théâtre. Dans un café. Voilà. Donc finalement, ce confinement a été pour vous une occasion de création. Finalement, c'était une occasion c'était une belle découverte en fait. Une vraie découverte. Beaucoup de ces espaces
j'y croyais un peu perdu, fondu au fil des jours. Oui. Vous savez bien que on commence la vie, il faut aller à l'école. J'ai mon fils une semaine sur deux. Les rythmes de la vie, il est tellement vite parfois, ça passe tellement vite qu'on perd un peu, on perd de vue l'effet de faire attention à ce qui nous rend heureux. Oui. C'est que nous apporte du bonheur en fait. Et pour moi, ce moment des confinements, c'est de me retrouver à nouveau comme un jeune. Oui. Oui. Je comprends. Une jeune version de moi, où je me retrouvais encore entre mes papiers, entre mes feuilles, entre mes livres, entre mes poèmes, bons ou mauvais, je m'en fous, mais c'est les miens, mes chansons. Mes chansons préférées, à jouer Daniel Balavoine 1000 fois pendant la journée, à apprécier hautement. Dans tout un moment des calmes entre guillemets, des faux calmes on va dire, mais je comprends. Oui, un moment de concentration et effectivement concentration sur soi-même, sur ce qui est important. Et je ne l'ai pas du tout vécu avec l'ennui, justement. Je voulais juste ajouter ça à ce que vous disiez, parce que ça n'a été jamais l'ennui. Jamais. Je pense que si on a une chance à partir de maintenant, c'est qu'on peut vraiment redécouvrir, nous revoir pour justement imaginer autrement les mondes qu'on aura dû toujours imaginer, quoi. Oui, voilà. Le monde est à nous, en fait. Le monde est à nous. C'est ça. Il a été toujours, et peut-être à partir d'aujourd'hui, il le sera encore. Bien sûr. Merci Horatio. Merci pour ce beau témoignage. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Isabelle. Au revoir. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.